Bonjour à tous, donc je suis le docteur Roland Debord et effectivement on va se tourner autour du poumon à présent. Hop. Donc ce qui nous intéresse particulièrement, c'est les pneumopathies interstitielles diffuses. En fait, ça regroupe des pathologies qui sont caractérisées par l'infiltration de l'interstitium pulmonaire. L'interstitium, oui, ça fonctionne bien. C'est le tissu conjonctif qu'on retrouve autour des axes, donc des bronches et des vaisseaux, ce qu'on retrouve aussi au niveau des cloisons entre les lobules des poumons et puis aussi au niveau des alvéoles, entre les alvéoles et le tissu qu'on trouve au niveau sous-pleural. Il y a beaucoup de types de pathologies interstitielles diffuses avec différentes classifications. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans les pathologies associées aux téloméropathies, c'est les pneumopathies interstitielles diffuses idiopathiques et notamment la fibrose pulmonaire idiopathique. La fibrose pulmonaire idiopathique, c'est donc la forme la plus fréquente de pathologie interstitielle idiopathique fibrosante chez l'adulte. C'est une maladie qui est caractérisée par une fibrose progressive du parenchyme du poumon et qui est irréversible. Cette maladie s'aggrave de façon chronique et puis avec de possibles exacerbations aiguës. Ça débute et ça prédomine dans les régions périphériques, donc sous-pleurales du poumon, et puis dans les zones postérieures et les zones inférieures. Et ça s'étend progressivement de proche en proche de manière centripète. La vitesse d'évolution, elle est variable et ça peut être parfois très rapide. Et comme on a dit, ça peut être émaillé d'exacerbations qui peuvent être déclenchées par des infections, par un geste chirurgical ou qui peuvent être idiopathiques. Dès qu'on a une survenue d'une exacerbation, c'est un événement qui est particulièrement grave dans l'évolution de la fibrose pulmonaire idiopathique avec un risque de décès du patient. La survie est estimée à 50% à 3 mois après une exacerbation. C'est une maladie qui est rare. En France, la prévalence, c'est 8,2 pour 100 000. Ça fait 5 à 6 000 personnes en France, mais c'est une maladie très grave, comme on a dit. Elle est liée au vieillissement. L'âge médian, c'est aux alentours de 65-70 ans pour le diagnostic. Il y a une susceptibilité génétique à la maladie qu'on va revoir ensemble. En effet, il y a 5 à 15% des patients qui présentent un ou plusieurs autres cas de fibrose pulmonaire dans leur entourage familial. Et donc, les facteurs de risque, c'est l'âge supérieur à 60 ans, le sexe masculin, un antécédent de tabagisme qui est fréquent chez 70 à 75% des patients et un antécédent familial de fibrose pulmonaire, comme on l'a dit, comme on va le revoir. Effectivement, donc, les fibroses pulmonaires, il y a au moins 20 à 30% des patients ayant une fibrose pulmonaire idiopathique familiale qui sont porteurs de mutations génétiques. Les deux principales familles qui sont impliquées, c'est les gènes qui codent pour le protéine du surfactant et puis les gènes impliqués dans l'homéostasie des télomères. Les mutations les plus fréquemment retrouvées, bien évidemment, donc c'est celles qui portent sur les télomères. Et pour ce qui est du surfactant, c'est exceptionnel quand ça arrive après l'âge de 50 ans. L'explication physiopathologique, eh bien, elle est liée au fait que le raccourcissement des télomères peut s'accompagner d'une apoptose précoce des cellules épithéliales au niveau des alvéoles qui expriment pour certaines donc, une activité télomérase. Cette altération des cellules épithéliales de l'alvéole, elle suffit à induire une fibrose pulmonaire puisque du coup, j'ai perdu la souris, la voici. Eh bien, il va y avoir donc un stress au niveau du réticulum endoplasmique des cellules épithéliales qui vont être responsables d'une activation des cytokines et puis d'autres marqueurs pro-inflammatoires qui vont entraîner une activation, une prolifération, une migration des fibroblastes et donc responsables de cette fibrose pulmonaire. À côté de ces facteurs génétiques, il y a le facteur vieillissement, comme on l'a dit. Et puis, il y a d'autres facteurs extrinsèques, médicaments, les virus, les bactéries, le tabac, qu'on va revoir sur ce modèle simplifié de fibrose pulmonaire. En gros, donc, comme on a dit, au niveau des pneumocytes de type 2, les cellules épithéliales alvéolaires, il y a une susceptibilité génétique, donc les protéines de surfactants et puis le complexe télomérase, l'évolution au cours du temps, et puis une aggravation avec des expositions à des bactéries, des virus, d'autres particules, le reflux gastro-œsophagien, et puis les polluants et le tabagisme. Récemment sont sortis en pneumologie les mises à jour, le protocole national de diagnostic et de soins de la fibrose pulmonaire idiopathique, dans lequel on mentionne donc la partie enquête génétique. Donc on a dit, on parle de fibrose pulmonaire familiale si on a au moins 2 cas de fibrose dans la même famille. Chez un patient qui présente une FPI, donc une fibrose pulmonaire idiopathique, on recherche à l'interrogatoire
des arguments en faveur d'une cause génétique. Chez nous, c'est l'âge inférieur à 50 ans, la présence d'anomalies hématologiques, hépatiques ou cutanéo-muqueuses, et puis la présence d'autres cas de pathologie interstitielle dans la famille. Dans ces cas-là, le protocole national de soins et de diagnostic nous conseille d'adresser le patient dans un centre de référence ou de compétences pour que le patient ait une consultation dédiée, un arbre généalogique, un conseil génétique et puis une éventuelle analyse génétique moléculaire. Il nous liste les patients chez qui il faut rechercher une mutation des gènes associés au télomère. Donc, globalement, c'est des patients qui ont plus de 40 ans, qui ont un antécédent, comme on a dit, dans la famille de fibrose pulmonaire, les antécédents personnels ou familiaux d'atteinte cutanéo-muqueuse, hématologique et pathologique, une calvitie précoce, donc nous c'est avant 30 ans dans le protocole de soins et de diagnostic, un âge entre 40 et 50 ans au moment où on fait le diagnostic de la pathologie interstitielle fibrosante, et un projet de transplantation pulmonaire, et puis après, toute autre cause qui est motivée par les réunions de concertation pluridisciplinaire. Les signes cliniques de fibrose pulmonaire, c'est une dyspnée d'effort chronique, une toux, des râles crépitants à l'auscultation qui sont de manière bilatéraux, existant au niveau des bases, ces fameux râles velcro, et la présence d'un hypocratisme digital, donc le baument au niveau des ongles du patient. Et il faut qu'il n'y ait pas de signes d'appel qui orientent vers un autre diagnostic de maladie systémique, puisqu'on a dit c'est une cause idiopathique. Pareil, dans le protocole de soins, on nous propose un algorithme pour la prise en charge et le diagnostic des fibroses pulmonaires idiopathiques. Donc, on est aidé largement par le scanner thoracique qu'on va revoir. Et puis, en fonction, on peut s'aider du lavage broncho-alvéolaire au cours d'une fibroscopie bronchique et d'un bilan biologique. En fonction de l'aspect scanographique, on va revoir l'aspect typique. Eh bien, on peut discuter d'une biopsie pulmonaire en pesant toujours le bénéfice et le risque. Donc, finalement, il faut trouver la bonne fenêtre d'intervention pour la biopsie pulmonaire avec le risque de contre-indication. Les principaux examens biologiques qu'on fait, nous, dans les fibroses pulmonaires idiopathiques, selon les recommandations, c'est une énumération formule sanguine, créatinine, un bilan hépatique, les anticorps antinucléaires, les antipeptides, facteurs rhumatoïdes et les ANCA. Ça, c'est pour éliminer, comme on l'a vu dans la classification, des causes liées à d'autres pathologies. Et puis, en fonction, effectivement, du contexte, on complète notre bilan auto-immun. Quand on regarde les cohortes de patients suivis avec une mutation, eh bien, on voit plusieurs éléments. La première chose, c'est qu'en fonction de la mutation, l'âge de la diagnostic de la pneumopathie interstitielle est différent. Ceux qui ont une mutation TER qui vont avoir un âge moyen diagnostic de 51 ans, un peu plus 58 ans pour les mutations TERT, et puis 60 ans et 65 ans pour RTEL1 et PARN. Les hommes sont en moyenne plus jeunes que les femmes au diagnostic, et puis toujours ce tabagisme ou une exposition à un toxique, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est fréquemment observé dans les cohortes. L'aspect dont on parlait tout à l'heure de pneumopathie interstitielle typique qui nous aide au scanner, c'est un aspect de pic, c'est-à-dire qu'on a, comme on le voit ici, une prédominance sous-pleurale, donc au niveau de la paroi du poumon et au niveau des bases. Cette distribution, elle peut être hétérogène, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même atteinte tout au long du poumon et elle est diffuse. Et quelque chose qui caractérise typiquement la pneumopathie interstitielle fibrosante, c'est la présence de rayons de miel, comme on le voit ici. C'est une petite dilatation des espaces alvéolaires avec une inflammation au niveau de la cloison entre les alvéoles. Et puis, on peut avoir des bronchectasies, c'est les dilatations des bronches qu'on voit ici, ou des bronchiolectasies. Donc, l'aspect typique de pneumopathie interstitielle, c'est le rayon de miel, et ça se fait donc sur le scanner. Si on a cet aspect de pic, eh ben, on a le diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique. Les autres types simplement juste pour vous dire qu'après on classe en fonction du scanner en pic, donc ce qu'on a vu à l'instant, ensuite en pic probable, ensuite en aspect indéterminé, et puis d'autres diagnostics. Donc les choses sont assez bien
catégorisés et hiérarchisés. Donc, ça nous permet d'avancer dans la prise en charge diagnostique de ces patients. Initialement, quand on regardait les cohortes de pathologie, de patients atteints de pathologie pulmonaire interstitielle avec des mutations, eh bien, on avait classé dans 75% un aspect de pic typique. Mais comme les choses évoluent et que le diagnostic se fait de manière plus facile grâce à la description qu'on vient de voir radiologique, eh bien, c'est plus que décrit dans 46 à 55% des cohortes les plus récentes. Il y a à peu près 15% de patients qui ont d'autres atteintes pulmonaires, c'est-à-dire des atteintes notamment de fibroélastose, où les lésions vont prédominer dans les sommets, à l'inverse de la fibrose pulmonaire idiopathique, où les atteintes prédominent dans les bases. Il y a aussi parfois un syndrome emphysème fibrose qui est décrit. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le diagnostic pulmonaire le plus fréquent, c'est la fibrose pulmonaire idiopathique, et qu'après, on a d'autres causes de pathologie pulmonaire, la fibroélastose, la pneumopathie d'hypersensibilité, d'autres fibroses qui ne sont pas classables, et puis des pathologies interstitielles associées à une connectivité. Je vous montre juste ces images de fibroélastose. Donc, à l'inverse, ici, les lésions, elles prédominent au niveau des sommets. Les lésions sont regroupées ici dans cette revue qui est récente, qui est sur justement les atteintes pathologies pulmonaires dans les téloméropathies, qui est sortie en 2021. L'idée, c'est pas de vous faire un catalogue, mais de vous dire qu'effectivement, la fibrose pulmonaire idiopathique, c'est la pathologie pulmonaire la plus fréquemment associée, mais qu'il y a d'autres types de pathologies interstitielles qui ont été identifiées. Alors ça, c'est tous les noms qu'on donne aux pathologies interstitielles, mais retenez que d'autres pathologies, donc comme on a dit, la fibroélastose, la pneumopathie d'hypersensibilité, toutes ces autres pathologies pulmonaires peuvent être aussi associées à des mutations au niveau des télomères. Au niveau des capacités respiratoires, donc on mesure avec les explorations fonctionnelles respiratoires, on mesure surtout la capacité vitale. La capacité vitale, c'est quand on a vidé l'air dans les poumons et qu'on prend une grande inspiration. C'est la mesure qu'on voit ici et qui peut être faite à l'aide d'une spirométrie ou d'un plétismographe, c'est-à-dire quand on est dans une cabine avec des volumes qui sont les volumes non mobilisables dans le poumon qui peuvent être mesurés. Le déclin de la capacité vitale, elle est anormalement élevée chez les patients qui ont une mutation au niveau des gènes des télomères, qui est de l'ordre de 300 millilitres par an versus 130 à 200 maximum habituellement dans les fibroses pulmonaires. Néanmoins, le gène muté et puis la nature de la pathologie interstitielle ne semblent pas influer sur ce déclin. On sait que ces patients atteints de pneumopathie interstitielle vont décéder d'insuffisance respiratoire en moyenne entre 3 et 5 ans après le diagnostic. On dispose de plusieurs thérapeutiques. Nous, en pneumologie, pour ces patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique, il y a 2 grands médicaments. La pyrphénidone, qui est un antifibrosant qui joue sur les facteurs de croissance, notamment le TGF-bêta, et le nintédanib, qui est un inhibiteur de tyrosine kinase, qui joue aussi donc sur la fibrose pulmonaire. Les deux ont l'AMM donc depuis 2011 et depuis 2015 avec des interactions à prendre en compte et la prescription doit se faire par le pneumologue hospitalier. Ce sont des médicaments d'exception. Ils ont bien évidemment été étudiés au niveau des fibroses pulmonaires associées aux téloméropathies. Il y a 2 études, une ancienne, en 2018 sur 33 patients, elles sont toutes les 2 rétrospectives, qui montrait qu'il n'y avait finalement pas d'amélioration, pas de réduction du déclin donc de cette capacité vitale pulmonaire, avec par contre une bonne sécurité du traitement qui était similaire à ceux qui n'avaient pas de mutation. Et puis une étude plus récente parue en 2020 sur une cohorte européenne de 89 patients avec une mutation où on voyait qu'ils étaient associés tous les 2 à une réduction du déclin de la capacité vitale, donc on a parlé tout à l'heure, si on avait le traitement avec une bonne tolérance et un profil d'effets secondaires qui est similaire à celui observé dans la population générale. C'est quand même des traitements qui ont beaucoup d'effets secondaires, comme on l'a vu, donc c'est rassurant de se dire qu'ils ne sont pas majorés lorsqu'on a une fibrose pulmonaire associée à une mutation
des télomères. En revanche, on a une bonne efficacité, a priori, c'est des études uniquement rétrospectives sur le déclin de la CV, la capacité vitale. Le danazol, donc récemment, c'est la publication du New England dont on a parlé. Au niveau pulmonaire, les résultats étaient encourageants aussi, puisque sur les patients chez qui on avait pu regarder les capacités pulmonaires et là aussi la DLCO, donc qui est le reflet de l'atteinte interstitielle, on avait une stabilité de la capacité pulmonaire et de la DLCO et une stabilité des scanners aussi pendant les 2 ans de traitement. Donc ça, c'était un élément qui était aussi en faveur de cette thérapeutique. Enfin, une autre prise en charge qui est la transplantation pulmonaire, qui est fréquemment discutée dans ces dossiers-là. Il y a des données qui sont contradictoires dans la littérature. Il y a certaines données qui indiquent un risque plus élevé. Il y a une étude de l'équipe de Paris de Bichat par Raphaël Bory qui ne montre pas de différence dans la survie des patients qui ont une mutation ou qui n'ont pas de mutation. Donc ça, c'est une bonne chose. Et il y en a d'autres qui montrent que chez les patients, donc c'est 80 patients qui ont une fibrose pulmonaire transplantée, la longueur des télomères intervient sur un impact sur une survie. Donc plus on a les télomères inférieurs au 10e percentile, plus on a une survie faible. Un délai plus court avec l'apparition d'un dysfonctionnement chronique de l'allogreffe pulmonaire et puis des taux plus élevés de dysfonctionnement. Donc finalement, pour l'instant, les choses ne sont pas vraiment tranchées. Une autre étude qui montre qu'il n'y a pas d'association entre la longueur des télomères et la survie. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut adapter le traitement immunosuppresseur en raison de l'hématotoxicité et qu'il y a une proposition de réaliser une biopsie ostéomédulaire dans le bilan de pré-transplantation, dans les conclusions de ces articles. Voilà, donc ce qu'on peut retenir au niveau du poumon, c'est que la fibrose pulmonaire, qui est la maladie la plus fréquemment associée aux mutations des télomères, est une pathologie rare, grave, qu'elle peut être émaillée d'exacerbation. Le tableau scanographique de PIC, c'est le rayon de Mial qui permet de faire le diagnostic. Les mesures au niveau des explorations fonctionnelles respiratoires, la capacité vitale et la DLCO. Le traitement antifibrosant a une bonne efficacité, de même que le danazol a priori sur les premiers essais. Il y a des essais thérapeutiques qui sont en cours. La transplantation pulmonaire est à envisager avec une immunosuppression qui est complexe. Voilà, je vous remercie.